Donc Laetitia, Ah, je vais commencer par te présenter. Tu as eu une expérience de près de 6 ans en cabinet d'avocat et tu as suivi une formation d'un an en Legal Innovation and Technology auprès de l'université de Suffolk de Boston, si je ne me trompe pas. oui, tout à fait. Et en janvier 2020, tu lances le podcast, le fameux podcast sur l'innovation juridique du vent sous la robe, dans lequel tu interviews des acteurs innovants du monde du droit. À la fin de cette année, tu as produit combien d'épisodes? 18. 18. On imagine ce que ça représente. Et plus récemment, tu as créé des ateliers de co-développement qui s'appellent exactement également du vent sous la robe, qui visent à aider les avocats à trouver des solutions innovantes pour leurs problématiques professionnelles. Tout Et à donc, fait. et à côté de ton goût pour la matière juridique, je sais que tu nourris également une passion prononcée pour la cuisine, Oui. particulièrement en cette période de confinement. Et voilà, on a autant l'occasion d'échanger, toi et moi, sur des problématiques d'innovation juridique que sur des problématiques de tarte ou autre cuisine salée. Tout à fait, c'est tout à fait agréable. On met l'utile et l'agréable. Donc voilà, moi je suis moi-même un auditeur assez assidu de ton podcast. Donc voilà, je suis très content de te recevoir ce soir. Je suis très contente d'être là aussi. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Karine, est-ce que tu nous entends? Allez. C'est très problématique. Je crois qu'on a un petit souci de connexion, Thibaut. Ah, tu nous entends, Karine? Oui, je vous entends. Ah, bon. C'est bon. Tu nous entends. Mais je n'entends pas Thibaut. Je t'entends toi, mais pas Thibaut. C'est gênant. C'est fabuleux. Est-ce que, je suis désolé de vous demander ça, mais est-ce que certains des auditeurs peuvent nous dire sur le chat si eux, au moins, ils nous entendent tous, autant Laetitia, Karine que moi-même, qu'on puisse s'assurer avant de se lancer qu'on a bien un auditoire. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Lucie, que je salue au passage, est en train d'écrire. Bonjour, on voit bien tout le monde. Parfait, merci beaucoup, Lucie. J'en déduis qu'on nous entend aussi si elle s'est manifestée sur le chat. Donc, on va continuer comme ça. On espère que Karine, enfin plus Karine, non, malheureusement non plus. Thibaut, ouais. Peut-être que ce que je peux faire, c'est... Ah, Karine? Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais, très bien les deux pour l'instant. Bon, écoutez, voilà, on va continuer comme ça. Je suis sûr que nos auditeurs sont impatients et malheureusement, le temps passe un petit peu. Karine, je vais me permettre de te présenter, malheureusement sans t'avoir de visu. Tu es avocate depuis 18 ans, spécialisée en droit de la famille, et tu exerces au sein du cabinet Granvelle, au cœur du Jura. C'est ça. Tu as été finaliste du prix de l'innovation dans la relation client et tu as lancé en octobre 2018, donc il y a près de 2 ans, un podcast, il y a plus de 2 ans même, un podcast qui s'appelait à ce moment-là Parlons divorce avec Karine et qu'on peut désormais retrouver sous le nom de Parlons divorce avec Granvelle, parce que tu as souhaité intégrer toute ton équipe à la suite du succès de ce podcast. On va y revenir sur le succès de ton podcast. Et à côté de ton expertise juridique et de ton talent justement pour la production et la diffusion de podcasts, tu es une grande sportive qui pratique le triathlon et qui s'entraîne actuellement pour le marathon du Mont Blanc. Donc voilà, rien que ça, une vie que j'imagine bien remplie. Merci. Sans parler de ta vie de famille. Donc voilà, merci beaucoup d'être présente ce soir et justement de faire un petit peu de place au milieu de tout ça pour venir échanger avec nous sur le podcast. Alors on va commencer. Pour commencer par le début, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qu'est le podcast. Donc le podcast qu'on appelle aussi service audio à la demande, ou encore, j'ai trouvé ça en faisant mes recherches, la balado diffusion au Canada. Au Québec.
au Québec, que je trouve que c'est un terme charmant qui résume bien l'usage que beaucoup de gens en font, écouter des podcasts en faisant autre chose, on va y revenir. Le podcast, même s'il n'est pas encore extrêmement démocratisé en France par rapport à d'autres pays, rencontre quand même un assez fort succès. Laetitia pourra nous donner quelques chiffres. Et le podcast, donc, ça consiste à diffuser des fichiers audio sur Internet qui vont être écoutés, comme sa définition l'indique, à la demande par les utilisateurs où qu'ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. Donc, le podcast est apparu au début des années 2000 aux États-Unis et il rencontre un franc succès depuis à peu près maintenant 5 ans. Donc, des podcasts aujourd'hui, il y en a absolument sur tout. Il y en a sur le sport, sur la cuisine, sur la mécanique, sur la science, la littérature, la musique. Il y a des fictions, il y a des reportages, il y a des émissions, il y a de l'actualité. Il y a absolument tout dans le podcast. Laetitia, j'aimerais bien te donner la parole pour que tu me donnes un petit peu ta définition à toi, que tu nous éclaires un petit peu plus sur le podcast, pour l'instant, sur le podcast de manière un petit peu générale. Oui, donc effectivement, tu l'as assez bien défini, le podcast. En fait, c'est du contenu audio diffusé sur Internet à la demande. Et en fait, il y a plusieurs types de podcasts. Donc, il y a par exemple les podcasts radio qui sont en réalité des émissions de radio qui sont mises à la disposition du public en replay sur Internet. Mais à la base, c'est des émissions de radio classiques. Et puis, il y a ce qu'on appelle les podcasts natifs, qui sont, eux, des podcasts, du contenu audio qui est créé spécifiquement pour une diffusion sur Internet. Et donc là, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont les podcasts natifs. Et il y a une autre distinction, c'est ce qu'on appelle les podcasts de marque. Et les podcasts de marque, ce sont des podcasts natifs, donc créés pour une diffusion sur Internet, mais créés par ou pour le compte d'une marque. Et donc, ça peut très bien s'appliquer à un cabinet d'avocats, par exemple. En fait, comme tu l'as dit, Thibaut, les podcasts ont de plus en plus de succès dans à peu près tous les domaines. Et c'est un format qui est de plus en plus apprécié du public. Et il y a quelques chiffres par rapport à ça que je trouve assez parlants. Donc, il y a eu différentes études qui ont été réalisées sur le podcast et son succès auprès du public en France, notamment deux qui sont assez intéressantes. La première, c'est une étude qui a été réalisée par Havas Paris CSA, c'est une étude de 2020, qui montre qu'en fait, il y a 14% des Français qui écoutent des podcasts natifs chaque semaine. Donc, c'est quand même plus d'un Français sur 10, ce qui est quand même beaucoup. Et contre 9% l'année dernière. Donc, en un an, il y a eu une belle progression qui montre qu'il y a vraiment un attrait de plus en plus important pour les podcasts. Et puis, il y a une autre étude qui a été réalisée par Médiamétrie. C'est une étude qui s'appelle Global Audio, et pareil, ça a été réalisé en 2020, qui, elle, montre qui donne différentes indications, et notamment sur l'âge moyen des auditeurs des podcasts, qui est à peu près de 35 ans. Sachant qu'il y a une répartition à peu près équitable entre les 18-24 ans et les 25-34 ans, c'est à peu près 20% chacun. Et après, il y a à partir de 35, donc entre 35 et 49 ans, c'est à peu près 10%. Et ensuite, au-delà de ça, donc 50 ans et plus, c'est un pourcentage plus réduit qui est autour de 4%. Donc, ça donne une idée du type d'audience qui peut écouter les podcasts. Après, ce sont que des études et des moyennes qui sont réalisées. Mais en tout cas, c'est un public plutôt jeune, mais pas uniquement. Et puis, avec aussi une information sur qu'est-ce qui fait quels sont les critères pris en compte par les auditeurs pour choisir les podcasts qu'ils vont écouter. Et à 63% des auditeurs choisissent leur podcast en fonction de la thématique
Et donc, c'est pour ça, et on y reviendra plus tard, que c'est vraiment très important de bien choisir la thématique et de bien la mettre en valeur, parce que c'est un des éléments qui va faire qu'on va choisir un podcast et donc qu'on va écouter ou non le podcast qu'on va créer. Donc voilà pour les quelques chiffres. Après, de façon plus générale, ce qui explique le succès de ce nouveau média, il y a plusieurs choses. Je pense que l'élément le plus important, c'est que c'est un média, et tu l'as abordé tout à l'heure, c'est un média qui offre une très grande flexibilité, puisque c'est un média qu'on peut écouter, qui permet une écoute à la demande, qui permet une écoute hors connexion, qui permet de l'écouter en faisant tout un tas d'autres choses, en faisant par exemple du sport, dans les transports, que ce soit les transports en commun ou sa voiture ou le train, enfin tout type de trajet, de rentabiliser des moments où en fait, qui pourraient être un peu, pas perdus, mais en tout cas de rentabiliser ces moments-là pour écouter un contenu qui nécessite pas d'avoir, contrairement aux articles ou aux vidéos, une attention, une focalisation de son attention sur un visuel. Et donc, ce qui permet de faire plein d'autres choses en même temps, cuisiner, faire la vaisselle, on peut en citer beaucoup, mais et donc ça, je pense que c'est vraiment un des gros avantages, parce que c'est un média qui s'intègre bien dans une vie bien remplie. Et les professionnels du droit, on le sait, ont des vies bien remplies, donc c'est un bon média, je trouve, pour ça. Et puis après, en termes un autre avantage, c'est la liberté que ça offre sur le choix du format. Le choix du format, que ce soit, par exemple, on peut choisir d'interviewer des personnes, comme c'est le cas pour moi, mais on peut aussi choisir de parler seul d'un sujet, comme c'est le cas pour Karine. Il peut y avoir, tu le disais tout à l'heure, des formats de fiction, des formats documentaires, où ça peut être un mélange de ces différentes choses aussi. C'est-à-dire qu'au sein d'un même podcast, on peut une fois parler seul d'un sujet, une autre interviewer une personne. Ça peut être des interviews de plusieurs personnes, ça peut être des tables rondes. Enfin, il y a vraiment plein de formats possibles. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est qu'on n'est pas figé dans un format déterminé. Un choix sur la durée aussi des épisodes, parce que en fonction des podcasts, c'est très variable, entre quelques minutes jusqu'à parfois 2 heures. Et là encore, en fait, ça peut varier d'un épisode à l'autre au sein même de son propre podcast. Et puis sur la fréquence de diffusion, par exemple, est-ce que je publie plusieurs fois par semaine? Bon, c'est relativement exigeant, mais il y en a qui le font. Une fois par semaine, 2 fois par mois, une fois par mois. Enfin bref, c'est une régularité qui est importante, mais en tout cas, on a le choix de cette fréquence de diffusion. Et ça, toute cette liberté, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Et ça contribue aussi à la flexibilité dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, une diffusion aussi multicanal, qui peut être vraiment intéressante, et notamment pour les professionnels du droit, parce que on peut alors évidemment, notre podcast, quand il va être créé, va pouvoir être diffusé sur toutes les plateformes spécialisées de podcasts, donc Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, enfin tous les types d'applications dédiées, mais aussi les plateformes de streaming audio, que sont Spotify, Deezer, et tout un tas d'autres plateformes, il y en a plein. Mais aussi, on va pouvoir mettre des liens vers les épisodes ou vers son podcast sur son site internet, sur le site internet du cabinet, sur son blog, si on écrit des articles. Donc, il y a vraiment une diffusion par plein de canaux différents, et qui maximise aussi les chances de se faire connaître et de faire connaître son expertise, si on parle des professionnels du droit. Et donc, ce point de vue-là est intéressant. Ça peut aussi être dans des newsletters qui sont envoyés, des mailings aux clients, etc. Et puis, le dernier gros avantage, c'est que c'est un contenu qui est exploitable, qui peut être réexploité, c'est-à-dire que en fonction de, si vous, par exemple, vous réalisez une interview qui est un peu longue ou un épisode qui est un peu long, vous pouvez le diviser en plusieurs épisodes, ou alors vous pouvez utiliser le contenu que vous n'avez pas retenu après montage pour en faire un article. Donc en fait, il y a une sorte de
recyclage de contenu sans caractère péjoratif, qui est assez intéressant. Bon, on va y revenir quand on parlera un petit peu des différents types de formats. Comme on a pris un petit peu de retard, on avait prévu de vous faire une présentation un petit peu de nombreux podcasts qui existent, qui sont plus spécifiquement des podcasts juridiques. Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus pour donner la parole ensuite à Karine, qui normalement nous entend toujours aux dernières nouvelles. Et rassurez-vous, comme d'habitude, on vous enverra un email avec toutes les ressources complémentaires et notamment, on va vous mettre une liste assez conséquente de podcasts du domaine juridique. Donc, il y a des podcasts qui sont créés par des avocats à destination de leurs clients. Ça, c'est typiquement le cas du podcast de Karine, Parlons de divorce avec Granvelle. Il y a aussi le podcast Droit devant qu'on peut citer, Factory Avocat, ou plus que du droit de Fidal, ou encore le podcast Avomard de Sonia Koutchouk. On a des podcasts qui sont plutôt de la vulgarisation pour le grand public. On peut citer C'est légal de Ludovic Blanc ou Justin Droit. Et il y a aussi des podcasts qui sont dédiés vraiment au métier d'avocat, comme le podcast Fleur d'avocat, le podcast Anomia, le podcast La Barre, etc. Donc, Karine, est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu justement de ces différents publics du podcast? Oui, vous m'entendez? Ce qui me semble intéressant avec les podcasts, c'est qu'on peut toucher un grand nombre de personnes. Malheureusement, je sais pas pour toi, Laetitia, mais je n'entends pas Karine. Moi, je vais vous parler du mien. Je m'adresse principalement aux justiciables, en fait. Ah, vous ne m'entendez pas. Bon. Est-ce que tu veux que j'en parle, du coup Oui, on va... Karine, n'hésite pas à te manifester dès que tu reprends la connexion. Où est-ce qu'on disait, c'est que il y a différents publics. L'avocat peut être un public à part entière s'il veut découvrir l'innovation juridique, par exemple, avec Laetitia. L'étudiant en droit peut être un public lorsqu'il veut découvrir un petit peu de manière plus concrète ce que va être les réalités du métier qu'il souhaite exercer. Le grand public, c'est également un public qui va consommer du podcast juridique. C'est le cas, par exemple, avec le podcast de Karine, encore une fois. Karine, elle a créé son podcast pour le justiciable en premier lieu. J'aimerais qu'elle nous en parle un peu mieux elle-même et apparemment, elle se reconnecte. Donc, on va essayer. Vous m'entendez? Karine, tu nous entends? Ouais, moi je vous entends, mais visiblement, vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Karine, toujours pas. Ouais, je vous entends, non, mais pas. Bon. Donc Karine, son podcast, elle l'a créé, elle, pour s'adresser à ses clients à la base, pour pouvoir leur parler directement de sa matière, du divorce, mais aussi, elle s'en est servie pour gagner du temps. Elle a enregistré pas mal d'épisodes sur comment va se dérouler une audience, par exemple, qu'elle peut diffuser directement à ses clients pour leur faire gagner du temps. Et puis, elle pourrait aussi économiser du temps par rapport à sa clientèle et pouvoir se consacrer à des tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée. Et elle a également créé le podcast, ce qu'elle nous expliquait quand on a préparé cet épisode, pour former ses équipes. Elle se sert du podcast directement comme outil de formation au sein de son cabinet sur les problématiques qu'elle traite au quotidien et ce qui lui permet de gagner du temps sur la formation des nouveaux collaborateurs. Elle se reconnecte apparemment. Ah. Est-ce que vous m'entendez cette façon? Ah, bah c'est super. T'es passé sur le téléphone? Je suis passé avec mon téléphone, voilà. C'est peut-être le plus. Très bien. Bon, alors je suis désolé, je me suis permis d'avancer un petit peu sans. Oui, on voit juste tes yeux qui dépassent. Ah. Voilà. Parfait. C'est parfait. Ok, merci beaucoup de ton ingéniosité.
Donc, je me suis permis de parler un petit peu pour toi dans tes usages que tu fais du podcast pour différents publics, que ce soit le justiciable, que ce soit tes clients, que ce soit un petit peu tes équipes pour la formation. Si tu veux dire 2 mots là-dessus. Et surtout, tu m'expliquais que pour toi, c'était un merveilleux instrument pour avoir un accès simplifié au droit. J'aimerais bien que tu t'étendes quelques minutes sur ce sujet. Oui, alors moi, en l'utilisant, en créant le podcast, très sincèrement, je ne pensais pas que ça aurait autant de répercussions et autant d'utilité. Au début, je l'ai fait pour le justiciable, pour dire j'ai envie de contribuer, j'ai envie de donner de l'information. Donc, je l'ai fait dans ce sens-là. Et puis maintenant, je m'en sers de différentes façons parce que je m'en sers aussi pour mes propres clients, c'est-à-dire que régulièrement, je les renvoie sur certains sujets. Je m'en sers également avec ma propre équipe, c'est-à-dire que quand je dois former certaines filles de l'équipe, je les renvoie sur les podcasts. Donc finalement, il y a vraiment une utilité qui est très large et qui s'élargit même sur des aspects que je n'avais pas imaginés. Et ça me permet aussi de gagner du temps, de pouvoir, voilà, par exemple, j'explique à un moment donné comment se déroule une audience. Avant chaque audience pour mes clients, je leur envoie le lien. Comme ça leur permet de pouvoir entendre, d'être rassuré comment va se dérouler l'audience. Et moi, je gagne du temps parce que je n'ai pas le temps de le refaire auprès de chacun des clients. Mais ce petit mail qu'ils reçoivent avec le lien sur le podcast, sur comment va se dérouler l'audience, ça les rassure. C'est plutôt... eux le vivent de façon positive. Donc finalement, l'utilité, elle est de plus en plus large. Et c'est vraiment intéressant pour moi, en tout cas, en tant qu'avocat. Bon, en tout cas, on est ravis de t'avoir de nouveau avec une connexion stable. Donc, j'en profite. Je ne vous vois pas, je ne me vois pas non plus, mais pourvu que ça marche, on va faire comme ça. C'est la victoire de la technologie. On s'en contente, mais en tout cas, pour les auditeurs, c'est plus agréable, je pense. En tout cas, du coup, j'en profite pour redire aux gens, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les prend au fur et à mesure. Donc, pour avancer un petit peu sur le podcast juridique, en tant que toi, professionnelle du droit, Karine, en tant qu'avocate, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est l'utilité du podcast pour un professionnel? Ouais. Alors, je vais vous parler de ma situation parce que maintenant, j'arrive à avoir un regard puisque ça fait 2 ans que c'est mis en place. Donc, j'ai envie de dire, j'ai les bénéfices cette fois-ci parce que je l'avais dit quand on le préparait, un podcast, c'est tout de même un marathon. Donc, il faut quand même du temps, il faut de la patience pour que les choses se mettent en place. Aujourd'hui, moi, l'utilité, je la vois à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est un lien avec la clientèle. Les gens, quand ils appellent au cabinet, ils ont déjà l'impression de me connaître, en fait. Parce qu'ils m'ont entendu, parce qu'ils ont entendu ma voix, ils ont entendu mes explications. Donc, ça a créé un lien. C'est comme ça facilite, finalement, le lien avec eux. Ça, c'est une première chose. C'est un outil de communication extraordinaire, je ne vais pas mentir. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai une clientèle qui vient d'un petit peu partout grâce au podcast, parce qu'ils m'ont entendu, parce que le discours que je délivre leur correspond, ils se retrouvent dans ce discours-là. Donc, finalement, c'est un outil de communication extraordinaire et ça permet aussi d'augmenter la clientèle. Mais je vais vous dire, il ne faut pas le faire pour ça. C'est-à-dire que ça vient après, mais si on le fait que dans cet objectif-là, je pense que ça ne fonctionne pas forcément. Et moi, ce qui est important pour moi, ce podcast, c'est aussi la culture d'entreprise. Je suis très attachée à la culture d'entreprise, c'est-à-dire quel est mon fonctionnement professionnel, c'est-à-dire comment je travaille moi en tant qu'avocat. Et le fait de livrer une vision de la profession, ça me permet aussi d'avoir une clientèle qui va correspondre à ma façon d'être. C'est-à-dire, voilà, je ne suis pas dans une agressivité quand je mène un dossier et je pense que ça se ressent dans mes podcasts. J'ai une vision de la séparation et je me dis que les gens qui viennent aussi dans mon cabinet, ils savent avec qui ils ont affaire en fait et comment je vais aborder mon dossier. Donc, c'est-à-dire que voilà, ça me permet moi aussi de dire qui je suis, comment je travaille et si les gens veulent travailler avec moi, ils savent un petit peu dans quoi ils s'embarquent quelque part. Donc, ça a une utilité donc, voilà, vis-à-vis du lien avec le client. Moi, ça me permet de gagner du temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur certaines explications. Par exemple, la prestation compensatoire, c'est compliqué. Quand on a un client où on débat de ce sujet, alors je lui explique, mais je le renvoie toujours sur le podcast parce que je donnais des explications plus précises, parce que je suis allée un peu plus loin dans l'explication. Donc, je gagne du temps aussi. Et puis voilà, donc l'outil de communication, de développement, et puis mon idée de départ, c'est pour ça qu'en fait, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit utile, pour rien vous cacher. Je l'ai fait parce que j'ai envie de contribuer.
En fait, je l'ai fait parce que voilà, j'avais cette envie-là. Et puis maintenant, j'ai des retours en me disant finalement, c'est chouette parce que l'envie de contribuer contribue aussi à mon activité finalement. Ouais. Bah, je pense que je vois vraiment la valeur ajoutée pour tes potentiels clients de pouvoir déjà avoir l'impression d'avoir déjà échangé avec toi, comme tu le dis si bien, parce que quand on écoute des podcasts, on a l'impression de connaître un petit peu la personne, et dans des situations un petit peu difficiles, comme celle dont tu traites, ça peut être beaucoup plus intéressant pour le client qui se sent un petit peu vulnérable et qui doit hésiter et avoir un petit peu peur d'aller vers l'avocat. Et finalement, toi, on te connaît déjà un petit peu et c'est plus rassurant. Complètement. C'est aller chez un avocat, c'est vraiment c'est source d'angoisse, c'est source d'inquiétude pour les gens. Et là, c'est de se dire je suis accessible. Et aussi, vous allez comprendre ce que je dis, parce que moi, je me bats pour ça. Je me bats pour l'accessibilité au droit et la compréhension de l'information qu'on donne. Et là, quand ils m'écoutent, en tout cas, j'espère qu'ils me comprennent, mais ils se disent que voilà, c'est accessible. Donc, je ne vais pas leur parler avec des mots très compliqués. Je vais donner une information qui sera le plus claire et puis qui pourront comprendre. Toi, à ton niveau, tu as ressenti une véritable différence sur la satisfaction de tes clients, sur peut-être même l'afflux de tes clients une fois que ton podcast a commencé à décoller un petit peu? Ouais, en fait, on a le retour là maintenant. Mais ça veut dire que ce que je dis, c'est un marathon. Il faut au moins ces 2 ans. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui passe sans quelqu'un appelle en disant j'ai écouté les podcasts. Et donc, je voudrais parler avec Maître de Lucas. Et il n'y a pas une semaine qui se passe sans ça. Et je vois là aujourd'hui la courbe de l'audience augmenter parce qu'il y a cet effet un peu boule de neige. Il faut le temps que ça prenne connaissance et autres. Et puis, ça augmente. Et à partir de là, on a un vrai retour en fait. Et moi, aujourd'hui, je peux te dire que concrètement, le podcast, j'ai un retour sur investissement qui est intéressant pour moi. Parce que les gens ont envie de venir en disant mais moi, c'est comme ça que j'ai envie d'être défendu. En tout cas, c'est cet aspect-là qui m'intéresse sur la séparation. Et ça m'a permis un développement de clientèle concrètement. On a un petit le son qui commence à être un petit peu saccadé. L'essentiel étant de comprendre que Karine nous explique que ça lui a permis un développement de sa clientèle et une amélioration de sa satisfaction client, mais que le podcast, c'est un marathon. Il ne faut pas faire un podcast juste pour faire un podcast. Il faut faire un podcast quand on a le temps, quand on a envie, quand on est prêt à le faire durer suffisamment longtemps dans le temps pour avoir l'occasion de pouvoir constater les résultats. Laetitia, toi, tu n'es pas, enfin, du moins, tu n'es plus avocate, mais tu es très proche du milieu des professionnels du droit. Est-ce que tu peux nous apporter quelques autres éléments plus généraux, peut-être, sur ce que le podcast a comme utilité pour les professionnels du droit? Oui, tout à fait. Je pense que la première chose, c'est la visibilité que ça apporte, en fait. Parce que, en réalité, dans les professionnels du droit, il y a encore très peu de professionnels qui se sont saisis de cet outil qui est le podcast comme moyen de communication. Et donc, c'est un élément clairement de différenciation et de concurrence par rapport à d'autres professionnels. Donc déjà, ça donne une visibilité. Et c'est un atout de différenciation par rapport à d'autres professionnels qui peuvent exercer dans le même domaine. Effectivement, ce que disait Karine est très juste. La voix crée aussi un rapprochement, un côté beaucoup plus proche, plus intime dans la relation et qui est aussi très bonne pour le développement de clientèle ou la fidélisation clientèle. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est que faire des podcasts, ça améliore le référencement. Je m'explique. En fait, Google favorise les podcasts dans le référencement. Donc, si vous avez un podcast, il sera favorisé par rapport à un site internet. Et si vous intégrez des liens de votre podcast ou ce qu'on appelle maintenant des widgets, en fait, c'est des espèces de petites bannières qui permettent d'écouter votre podcast sur votre site internet ou sur le site internet du cabinet, vous allez indirectement permettre aussi d'améliorer le référencement de votre site. Donc ça, c'est un point qui est aussi intéressant et qui se recoupe avec la visibilité, puisque si on a un meilleur référencement, on sera plus visible. Il y a un autre point dont Karine a parlé aussi, mais je vais l'aborder sous un angle un petit peu différent, c'est effectivement la possibilité de toucher une audience nationale.
alors pour deux raisons. Déjà parce que, enfin, d'élargir son audience et sa cible et effectivement d'atteindre une audience nationale. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, si on a l'habitude d'écrire des articles, si on propose en plus de ça un contenu audio, eh bien, on va diversifier, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent l'écrit, d'autres qui préfèrent l'oral. Donc, on va diversifier la cible des personnes qu'on va toucher. Donc, ça multiplie en fait les chances de faire connaître son expertise, de se faire connaître, etc. Et puis après, il y a le côté où c'est diffusé sur comme je le disais au début, sur plein de plateformes à la fois de streaming audio et de plateformes spécialisées de podcast, ce qui permet en fait de découvrir votre podcast par d'autres intermédiaires qui en fait n'existaient pas avant quand vous écrivez simplement des articles. Donc ça, c'est un autre point. Et ensuite, ça vous positionne en tant qu'expert sur un sujet. Et ça, c'est très important aussi parce que c'est comme ce que disait Karine, c'est ce qui va permettre aussi d'être contacté en disant voilà, j'ai entendu, son contenu est de qualité. Il y a le côté accessible, certes, mais il y a le côté contenu de qualité, information qui est diffusée et qui va faire que peut-être que si à un moment cette personne qui écoute vos podcasts a un besoin de droit qui est en lien avec les sujets de votre podcast, vous serez la première personne à laquelle elle va penser et à qui elle va s'adresser. Et donc ça, c'est le retour de Karine là-dessus. Et ensuite, il y a un côté aussi où ça permet d'alimenter les réseaux sociaux avec du contenu qui est un peu différent que juste des posts écrits ou des articles, puisque vous pouvez diffuser, et il faut d'ailleurs diffuser votre podcast et ses épisodes sur les réseaux. Et puis, ça contribue, un autre élément important, c'est que ça contribue aussi à améliorer, renforcer votre image de marque, puisque ça donne un côté assez moderne, puisque c'est un outil qui est quand même assez récent, un outil de communication qui est assez récent. Donc, dire, voilà, moi, je me suis lancée là-dedans, je propose ce podcast, j'utilise ce moyen de communication, c'est un côté voilà, assez moderne, ça donne un côté assez moderne au cabinet ou à l'avocat, si c'est un podcast individuel. Et puis, ça améliore aussi, ça renforce l'image de la marque employeur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir diffuser, peut-être attirer des talents par cet intermédiaire parce que vous allez diffuser des informations sur ce que vous faites, sur vos valeurs, sur si vous intégrez vos équipes comme Karine veut le faire. Ça montre aussi une image du cabinet qui est différente, qui est plus il y a plus d'informations sur votre structure que simplement le site internet. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi intéressant. Voilà, c'est les éléments, les éléments clés des apports que je trouve que ça peut avoir pour les professionnels du droit. Ok, merci. Merci beaucoup, Laetitia. Je pense que la chose qui est quand même très importante à vraiment bien retenir, c'est que le podcast peut avoir énormément d'atouts et peut aider le professionnel du droit de nombreuses manières. Mais il faut le répéter, il y a un effet marathon. Il faut savoir dans quoi on se lance. Il faut être prêt à tenir l'effort un petit peu parce que le retour sur investissement n'est pas forcément immédiat. Et en plus, au-delà de ça, il y a vraiment cet effet que Karine qualifiait de boule de neige, mais qu'on pourrait aussi qualifier un petit peu d'exponentiel sur le fait que votre podcast va vous attirer de la visibilité, ce qui va améliorer votre référencement, ce qui va vous attirer encore plus de visibilité, ce qui va vous permettre d'alimenter vos réseaux sociaux et encore une fois de développer votre visibilité. Et tout ça va s'interalimenter. Donc, il faut patienter, mais potentiellement, il peut y avoir des effets qui sont exponentiels pour votre étude ou pour votre activité en tant que professionnel. Ouais, donc, on va expliquer un petit peu alors voilà, comment se lancer et quels sont vos conseils à vous pour faire décoller un podcast. Mais avant ça, j'aimerais vraiment que en quelques minutes chacune, vous nous partagiez de manière un peu plus personnelle votre sentiment et votre retour d'expérience après cette année pour toi, Laetitia, et ces 2 années pour toi, Karine,
de podcast, des témoignages un peu plus personnels. Laetitia, si tu veux commencer, je t'en prie. Ok. Comme tu veux, si Karine, on t'entend. Vous m'entendez ou pas? Pas très très bien. Bon, je commence, ça va améliorer la connexion. Voilà. Donc, moi, j'ai lancé en fait mon podcast parce que j'écoutais et j'écoute toujours à titre personnel beaucoup de podcasts sur plein de sujets différents. J'étais déjà hyper intéressée par tous ces sujets d'innovation et en fait, j'avais fait le constat que il n'existait pas de podcast en français sur l'innovation dans le domaine du droit et comme c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, j'ai eu envie de le créer. Aussi parce que j'avais envie de partager les rencontres que j'allais faire, toutes les nouvelles choses et les nouvelles compétences que j'allais apprendre et développer. Et donc c'est pour ça que je l'ai créé, et puis dans un objectif d'information, de démystification aussi de l'innovation légale, puisque souvent on a un peu cette grande idée que c'est quelque chose d'inaccessible et que en fait c'est réservé qu'aux gros cabinets anglo-saxons. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est que non, en fait, tout le monde peut innover un peu à son échelle, à sa façon, et il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Et que j'avais envie de montrer ça par l'exemple et de montrer qu'est-ce qui peut en résulter de positif pour les professionnels du droit, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et essayer d'inspirer du coup les professionnels du droit à faire évoluer leurs pratiques. Donc ça, c'était l'objectif. Après, c'est une aventure un peu de chaque instant. On s'améliore en faisant, parce que c'est quand même un métier aussi d'interviewer les gens, donc c'est quelque chose qui s'apprend. La communication, c'est pareil. J'apprends chaque jour, donc là-dessus, c'est des apprentissages quasi quotidiens. Et puis, c'est aussi un élément, et ça, je pense que c'est important aussi à préciser pour les professionnels du droit, parce que ça fait partie des apports. C'est quelque chose qui ouvre en fait beaucoup de portes. C'est pas pour ça qu'on le fait, mais en fait, c'est une des conséquences. Moi, c'est ce qui m'a permis d'intervenir auprès de l'école du barreau pour enseigner aux élèves avocats à créer des podcasts. C'est ce qui m'a permis d'avoir des articles qui ont été consacrés au podcast, à l'innovation. C'est ça aussi qui a mené au fait que j'ai créé, je l'ai abordé tout à l'heure, les ateliers de co-développement pour les professionnels du droit. Pour dire très brièvement ce que c'est, l'idée c'est vraiment de créer des groupes pour aider les professionnels du droit à trouver des solutions innovantes à leurs problématiques professionnelles, avec l'aide de leurs pairs, c'est des groupes de pairs, et mon intervention aussi avec un focus vraiment sur l'innovation et comment on peut intégrer l'innovation dans sa pratique. Donc bref, tout ça pour dire que c'est vraiment quelque chose qui peut mener à plein d'autres opportunités, et que ça, c'est un élément que je trouve vraiment intéressant. Merci beaucoup, Laetitia. J'aurais bien aimé aussi qu'on ait le témoignage de Karine sur ce point. On lui donnera l'occasion de partager avec nous ses retours dès qu'elle se reconnecte. Elle a pu nous en partager déjà un petit peu. On a pu constater qu'il y avait en effet pas mal d'avantages dans le développement de sa satisfaction client et même dans le développement de son activité. Il semblerait d'ailleurs que Karine se connecte. Karine. Bon, en attendant, je fais une petite page de pub. Si vous voulez en savoir plus sur le co-développement, cette méthode, et sur le déroulement des ateliers, n'hésitez pas à écouter mon dernier épisode du podcast qui explique comment ça se passe, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut apporter aux professionnels du droit. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. On le mettra dans les ressources complémentaires. Avec plaisir. Bon, on va enchaîner un petit peu parce que maintenant, je pense qu'on a
on a bien compris ce que c'est que le podcast juridique. On a compris les nombreux avantages qu'il pouvait avoir pour le professionnel. On a compris un petit peu, vous, en tant que créatrice, quelle était votre opinion et quels sont un peu vos retours là-dessus. Je pense que maintenant, on va essayer de voir comment on peut se lancer. Il est possible que certaines personnes dans l'auditoire y aient déjà pensé, ou peut-être que même certaines personnes qui nous écoutent ont elles aussi déjà essayé de créer leur podcast, qu'elles n'hésitent pas à le partager avec nous dans ce cas-là. Donc voilà, si demain, en tant qu'avocat, en tant que professionnel du droit, on souhaite se lancer, alors est-ce que c'est à la portée de tous? Techniquement, comment on réalise un podcast? Est-ce qu'il faut avoir vraiment un studio d'enregistrement? J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tout ça avec les choses qu'il faut faire un petit peu en amont, le matériel, et puis dans un second temps, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réussi à produire ce podcast. Donc, Laetitia, je vais te donner la parole. Tant que Karine se reconnecte, est-ce que tu peux nous parler déjà, voilà, à partir du moment où premières étapes. C'est ça, on a l'idée, on veut se lancer, on veut faire un podcast. Comment faire pour structurer un petit peu ce projet? Alors, la première chose, c'est effectivement, quand on a une idée, c'est déjà de définir sa ligne éditoriale. Donc, c'est de savoir de quoi on a envie de parler, donc la thématique globale du podcast, mais aussi, est-ce que cette thématique peut être susceptible d'être subdivisée en suffisamment de sous-sujets pour constituer autant d'épisodes, un certain nombre d'épisodes sur la durée. Donc ça, c'est la première chose, le sujet. Mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message, à qui j'ai envie de m'adresser, parce qu'en fonction de la cible, c'est pas la même façon de concevoir son podcast. Et puis du coup, c'est de construire un peu sa ligne éditoriale avec tous ces éléments, mais aussi de se créer une identité à la fois visuelle et sonore, c'est-à-dire que visuel, ça va être déjà d'identité, le nom du podcast. Il faut trouver un nom qui soit suffisamment, alors à la fois suffisamment percutant en termes d'impact, que ça parle aux gens et que les gens s'en souviennent, mais aussi que en fait, ça évoque aussi la thématique du podcast. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien et que les gens fassent le lien entre le nom et la thématique. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, il faut créer un logo, donc un visuel en fait de présentation de son podcast, qui là encore devra être en lien avec le message de ce qu'on veut transmettre, etc. Et puis une identité sonore avec un jingle qu'on va pouvoir mettre au début et à la fin de chaque épisode. Donc ça, c'est les premiers points. Et aussi définir la fréquence de diffusion, la régularité. Ça, c'est un élément important parce que quand on écoute des podcasts, on sait à quelle fréquence ça va être diffusé. Et c'est un peu un rendez-vous qui est donné, donc de se fixer une fréquence de diffusion. Une fréquence, voilà, et se dire on fait des formats de 5 minutes ou de 40 minutes ou de 1 heure, et on le fait tous les 15 jours, on le fait tous les jours, on le fait chaque semaine, parce que l'auditeur va attendre justement une régularité, ou en tout cas pouvoir se positionner sur comment est-ce qu'il va pouvoir consommer ce podcast. Et j'imagine que si on part un peu dans tous les sens, avec un sujet différent à chaque fois, un public différent à chaque fois, c'est tout bonnement impossible. C'est compliqué de fidéliser une audience comme ça. Après, il y a aussi un point important, c'est en amont, c'est de choisir, même si on peut varier après, mais le format prédominant de son podcast. C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai plutôt envie de parler d'un sujet moi-même, ou est-ce que j'ai envie de faire des interviews, sachant qu'après on peut mélanger les deux, mais c'est bien de se positionner là-dessus. Parce que ça détermine aussi le temps qu'on va y passer, parce qu'on passe pas le même temps quand on enregistre seul un épisode que quand on fait par exemple des interviews. Je vais profiter que Karine semble avoir une connexion un petit peu stable
pour lui donner la parole. Donc, on va parler un petit peu du matériel. On a bien compris que voilà, l'important, c'est pas tant le matériel, c'est la motivation, l'envie et le temps qu'on peut y consacrer et la volonté de pouvoir le tenir suffisamment longtemps pour pouvoir le faire décoller. Donc, c'est surtout ça l'essentiel de la production, mais en termes de matériel, est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'on peut se lancer avec peu de choses? Alors, par rapport au matériel, très honnêtement, c'est assez simple parce que vous avez bien vu, enfin, en informatique, je ne suis pas très douée et pour autant, moi, j'ai réussi. Donc, c'est que c'est assez accessible pour tout le monde. Non, il faut juste un micro. Moi, j'ai commandé un micro tout simple et ensuite, j'ai fait mes enregistrements. Alors après, moi, je me suis fait aider parce que les montages, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai pris Arnaud Cimetière qui s'occupe de faire mon montage. Donc, il m'a expliqué comment lui envoyer mes bandes son et il me les restitue montées. Il n'a pas trop de travail de montage à faire parce que je fais des choses assez simples, assez fluides. Donc, par moment, quand je croche ou quand je me plante un peu, il reprend. Mais on fait des choses assez simples. C'est pour ça que le montage, il est même fin. Il n'est pas impératif sur ce que moi je fais. C'est parce que je voulais que ce soit un peu joli, qu'il y ait une musique de départ, mais c'était même pas obligatoire. Donc, moi, je pense que ça coûte pas très cher. Quand je vois d'autres choses sur la communication, de la pub et autres qui coûtent des fortunes, Oui. pour moi, ça ne coûte pas très cher en argent. Par contre, ça prend du temps, suivant ce que vous voulez faire. Et comme je disais, c'est un marathon. Et pour que ça vaille le coup, il ne faut pas faire 1 ou 2 épisodes. Ça ne sert à rien, à mon avis. Moi, là, j'en suis à 42. Donc, il faut quand même quelques épisodes pour qu'il y ait quand même un retour. Et puis après, moi, il fallait que ce soit facile et simple. Et c'est ça dont je voulais parler. Alors là, s'il y a de la connexion, j'en profite. Au début, je me suis plantée dans ma façon de faire, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit « Ah non, mais moi, je vais faire comme quand je suis en rendez-vous. J'écris rien, je prépare rien. Je vais lancer mes sujets comme ça, je les connais par cœur. » Ça ne marchait pas. Les enregistrements n'étaient pas bons. Ce que je faisais, ça n'allait pas. Mais je ne voulais pas non plus tout écrire. Donc, en fait, moi, j'ai un système entre les deux. Je fais un plan de ce que je veux dire, un fil conducteur avec mes idées fortes et j'y vais comme ça. Et là comme ça fonctionne mieux. Et aussi, pourquoi un autre point que je voulais aborder, c'est il faut le faire si vous êtes à l'aise avec ce mode de communication. Et c'est important de se connaître, en fait. Moi, par exemple, j'aime pas l'écrit. Écrire un article, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Par contre, raconter, parler, ça, j'adore le faire. Et donc, c'est pour ça que le podcast, finalement, ça se prêtait bien à qui je suis, en fait. Oui. Donc, c'est aussi important de s'interroger sur voilà, qui on est, comment on est, est-ce qu'on a envie de le faire. Et comme ça prend quand même un petit peu de temps, il faut avoir du plaisir à le faire. Le faire pour dire je veux communiquer, donc je fais des podcasts. Moi, je pense que ça ne marche pas. Ou alors, il faut avoir des moyens pour le faire. Avec des moyens financiers. Ouais. Par contre, si on a un cabinet d'une certaine taille critique, on peut se dire, voilà, on veut faire un podcast, mais là, il y a des professionnels qui peuvent se charger de trouver une ligne, de préparer tout ça pour vous. Mais à petite échelle, c'est très compliqué. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Je t'en prie, si tu voulais enchaîner là-dessus. Sinon, on a une petite question que je vais vous soumettre. On vient de recevoir une petite question. Est-ce qu'il y a une fréquence idéale de diffusion pour un podcast? Toutes les semaines, tous les 15 jours? Est-ce que ça dépend du coup du sujet qu'on aborde? Est-ce que ça dépend du public qu'on adresse? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une fréquence idéale? Moi, je pense qu'il n'y a pas de fréquence idéale. Je pense que ça dépend du temps qu'on a à y consacrer. Je pense que ça dépend aussi de l'envie qu'on a. Enfin, je pense qu'il faut se fixer quelque chose auquel on sait qu'on va se tenir. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se dire, de s'imposer de publier un épisode toutes les semaines. Si en fait, au bout d'un moment, on s'essouffle et que là, on dit, on passe à une fois toutes les 2 semaines. Il vaut mieux commencer par une fréquence moins rapprochée et ensuite éventuellement faire plus si on se rend compte qu'on peut faire plus que l'inverse. Donc moi, je fais par exemple une fois tous les 15 jours. Ouais. Mais voilà, c'est aussi parce que
un épisode sous forme d'interview, ça prend aussi beaucoup de temps à réaliser et que moi, ça me semblait être une bonne fréquence et surtout quand on a des formats qui sont assez longs, ça laisse aussi aux gens la possibilité d'écouter sur une période plus longue que juste une semaine avant de passer un nouvel épisode. Moi, si je peux partager quelque chose aussi, je pense que ça va dépendre de la manière dont on crée. Si on crée un petit peu de temps en temps ou si aussi on a le temps de tout créer en amont. Oui. J'ai 2 personnes que je connais qui ont fait un excellent podcast juridique qui s'appelle 1000 degrés, qui a été créé par Adèle Imbert et Émilie Denêtre. Et c'est un podcast en fait d'investigation. Elles ont rouvert une vieille enquête, un vieux dossier pénal, et elles ont fait 9 mois de travail là-dessus, de recherche. Elles ont fait énormément d'interviews. Elles sont allées voir des tonnes de gens en France, des gens qui avaient enquêté là-dessus, des magistrats. Elles ont réussi à faire rouvrir certaines choses. Mais par exemple, voilà, elles ont bossé 9 mois en amont là-dessus et elles l'ont sorti ensuite il y avait une dizaine d'épisodes de mémoire. Elles l'ont sorti pendant 2 mois au rythme d'un par semaine. Et je pense qu'aussi pour les professionnels du droit, on peut aussi se dire, voilà, pendant 6 mois, on travaille dessus et les 2 mois ou 3 mois qui suivent, on prépare la communication pour pouvoir aussi donner des épisodes d'une manière un petit peu régulière à son auditoire ou à ses clients. Après, ça dépend aussi si tu abordes des sujets d'actualité ou pas. Voilà. Je pense que du coup, ça varie. Mais effectivement, le podcast 1000 degrés est génial. Je le conseille. J'ai adoré. J'ai écouté cet été. Je trouvais ça super. Ouais, il est vraiment chouette. Il est vraiment très chouette. Mais voilà, encore une fois, je pense que du coup, le fin mot, c'est que ça va dépendre de votre format. Ça va dépendre de votre sujet. Ça va dépendre du temps que vous avez à y consacrer. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, Karine, Laetitia, mais je pense qu'il faut aussi écouter un petit peu les retours qu'on a de ses auditeurs. C'est super important. C'est super important, il ne faut pas hésiter enfin, il y a des retours qui sont spontanés, mais il ne faut pas hésiter aussi à en demander. Et notamment sur les sujets, sur la durée, sur les sujets. C'est des choses qui sont importantes parce que finalement, c'est quand même les podcasts qu'on crée, on les crée quand même pour les gens qui les écoutent. Donc, ouais. Karine, sur ces retours, toi, de tes auditeurs, tu les prends en compte dans ta fréquence, dans ton format? Est-ce que des fois, on t'a déjà dit c'est trop long, c'est trop court? Est-ce que tu as réagi en conséquence? Ouais, j'ai réagi en conséquence et je regarde énormément ce qui est écouté et pas écouté. Et ça donne tout de suite aussi, on voit avec la fréquence des audiences, ce qui intéresse et ce qui intéresse moins. Moi, j'ai fait un sur les droits de visite des grands-parents, c'est pratiquement pas écouté. Donc après, ça permet aussi de savoir ce qui intéresse. Et moi, ce qui me touche là en ce moment, c'est que ce qui intéresse le plus, c'est pas tellement le juridique, c'est plus l'aspect psychologique en fait. C'est-à-dire que dans mes podcasts, parce que j'adore ça et c'est pour ça que je l'ai intégré dans mes sujets, c'est aussi l'aspect psychologique de la séparation et c'est ceux qui sont le plus écoutés en fait. Parce que finalement, je viens toucher directement où les gens sont en souffrance par moment et j'apporte aussi un éclairage sur ce point-là et je vois que c'est ceux qui sont le plus écoutés. Donc ça me permet aussi de me dire, direction, c'est quand même la bonne. Et je suis en train de réécrire des choses qui sont plus sur comment est-ce qu'on aborde la séparation et d'être une aide dans ces moments-là. Parce qu'on n'ose pas toujours le demander à son avocat, ça. On se dit que c'est pas, en gros, c'est pas lui qui doit s'en occuper. Sauf que moi, je suis convaincue de l'inverse, qu'on doit s'en occuper et au travers des podcasts, vraiment, je peux le faire. Et c'est ce qui est pratiquement le plus écouté. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est comme pour absolument toute offre de service, on peut avoir une vision qui est un petit peu biaisée en tant que professionnel ou en tant qu'expert dans un domaine. Ouais. Et l'essentiel, si on veut bien se placer, c'est de réussir à trouver quel est le besoin dans le segment de clientèle qu'on va viser. Et ensuite, capitaliser sur le besoin. Et pour ça, il faut des retours utilisateurs. Pour ça, il faut être à l'écoute de la satisfaction. Il faut sonder, il faut échanger. Tout à fait, exactement. C'est quel est le besoin et aussi, il faut avoir des choses à dire. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je m'étais imposé quand on parlait de quelle était la fréquence. Moi, je m'étais dit, j'en voulais en faire un par semaine. Donc, j'en enregistrais 4 d'un coup, comme ça, j'avais un mois devant moi. Je l'ai fait pendant une année. Et puis, bizarrement, pendant le confinement, je me suis essoufflée. Mais en fait, c'est parce que j'avais plus rien à dire. Oui. Et je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Et moi, le confinement, ça m'a rétréci le cerveau. En fait, je n'allais plus être créatrice, en fait. Et ben, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a moins de choses à créer. Et il faut aussi l'accepter. Il ne fallait pas faire des podcasts pour en faire. J'avais pas de choses intéressantes à raconter. Ben, je me tais, en fait.
Et là, ça y est, je ne sais pas si voilà, j'ai retrouvé mon cerveau et j'ai des choses voilà, que j'ai découvertes, qui m'intéressent. Ben là, je vais en enregistrer d'autres. Mais voilà, il faut avoir des choses intéressantes à dire. Et il peut y avoir des périodes où ben voilà, si on a moins de choses à raconter, c'est pas grave. Mais il faut faire de l'utile, en fait. Se dire, voilà, est-ce que ça va servir vraiment et puis, comme tu dis, interroger, est-ce que ça a été utile ou pas? Et puis, on a les retours, il faut demander. On n'ose pas, nous, avocats, faire des feedbacks. On est très mauvais pour ça. Alors qu'il faut demander régulièrement, même après un dossier. Moi, je fais ce que j'appelle le au revoir client. Je demande à mes clients, à la fin de leur dossier, comment ils ont vécu la procédure. Je pense que vous m'entendez pas. Si. Ah non, elle a déconnecté. Bon, elle nous parlait d'au revoir client. Mais je sais, je peux finir si vous voulez. Ah oui, comme je l'ai interviewée, Karine, elle m'en avait parlé. Elle demande comment s'est passé ce qu'elle appelle les au revoir clients. C'est comment, en fait, à chaque fin de dossier, de procédure, elle demande à ses clients comment ça s'est passé. Mais elle demande pas juste tout s'est bien passé. Elle demande est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé problème? Est-ce que il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer? Enfin, vraiment avec une vraie écoute d'un retour qui peut être négatif. Parce que en fait, les réponses varient souvent en fonction de la façon dont on pose des questions. Et donc ça, c'est quelque chose qu'elle fait beaucoup et ça lui permet aussi d'améliorer les choses ou de prendre conscience de certaines choses et de laisser un espace de parole à ses clients qui est apprécié aussi. Oui. Toujours prendre le feedback pour améliorer la satisfaction de sa clientèle. C'est ça. Et juste, est-ce que je peux ajouter quelque chose pour le matériel? Bien sûr, oui, on est encore là-dedans, hein, malgré la petite incursion. Alors, effectivement, comme le disait Karine, il y en a un peu pour tous les budgets. On peut commencer avec un micro-cravate, donc le micro-cravate qui s'accroche à la cravate, mais si on n'a pas de cravate, ça marche aussi. Et qui sont relativement accessibles en termes de prix. Et après, on peut monter en gamme progressivement. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de prendre un enregistreur. On mettra les références, mais c'est un Zoom H5 avec 2 micros qui sont des Shure SM58 et qui permettent d'avoir une bonne qualité de son avec un budget un petit peu plus élevé puisque le tout, c'est autour de 450 €. Mais ça reste quand même un investissement abordable et rentabilisé relativement rapidement au fil des épisodes qu'on crée. Et puis après, sur le montage, il y a des logiciels, parce que moi je le fais moi-même du coup, il y a des logiciels comme Audacity qui sont des logiciels gratuits. Qui sont assez simples d'utilisation, enfin dans le sens où c'est assez intuitif de savoir comment couper, comment faire des fondus. Il y a plein de tutos sur YouTube, honnêtement, plein d'informations. Alors le montage, c'est quand même quelque chose de très chronophage. En fait, ça dépend de si on veut couper beaucoup ou pas. Ça dépend de la durée aussi de l'enregistrement de base et de ce à quoi on veut arriver. Mais ça peut être quelque chose qui est quand même relativement chronophage et que si on a la possibilité de le déléguer, ça fait gagner beaucoup de temps. Et donc ça, c'est un élément important. Et après, il y a, une fois qu'on a créé son épisode, qu'on a fait le montage, etc., il y a une autre partie, c'est l'hébergement de son podcast. Sur les plateformes de diffusion. Donc, soit on le fait manuellement, mais honnêtement, je ne vous recommande pas parce que vous allez perdre énormément de temps comparé au coût que ça représente. C'est en moyenne, autour de 10-15 € par mois. Donc, sur une plateforme qui va vous permettre de diffuser sur toutes les plateformes quasiment sans rien faire. C'est-à-dire, vous chargez votre épisode, le visuel et voilà. Et en fait, après, il s'occupe de tout. Donc ça, c'est quand même hyper pratique et vraiment recommandé. Donc avec différentes options, en gros, c'est entre 10 et 30 € si on veut avoir beaucoup d'options. Moi, ce que j'ai choisi, c'est Ocha et je paie, je crois, 11 € par mois. Donc c'est relativement accessible. Voilà, je pense que... Et après, il y a la com, mais je crois qu'on va en parler. On va en parler un petit peu après de la communication et comment... réussir à faire décoller un petit peu son podcast. Donc,
ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas se lancer comme ça. Qu'il y a la réflexion préalable est plus importante et plus chronophage que vraiment le coût financier. Ça peut convenir, on a compris, à un petit peu tous les types de budgets. Bonjour Karine. Voilà, on peut se lancer avec un petit micro, on peut ensuite monter un petit peu en gamme quand on veut progresser sur la qualité sonore et se faciliter un petit peu la vie pour le montage, mais ça coûte pas très cher. Donc par contre, ce qui est beaucoup plus important, ça peut être le temps humain. Et ça peut être le cas si on fait du montage, ce qui est par exemple pour Laetitia plus le cas parce que c'est de l'interview. Donc réfléchissez aussi un petit peu, est-ce que vous allez juste parler seul pendant 10 minutes ou est-ce que vous allez interviewer des personnes pendant 2-3 heures et ensuite sélectionner des morceaux? Là, ce sera pas le même temps humain et donc ce sera pas le même coût dans un certain sens. Même pour la préparation, même au-delà du montage, il faut trouver des personnes, il faut préparer l'interview, il faut les interviewer, et après il y a le montage. Donc ça fait. Est-ce que tout va être scripté? Est-ce que vous allez devoir absolument tout scripter à l'avance? Est-ce que vous allez devoir retrouver un lieu de tournage? Est-ce que vous allez faire de la communication? C'est ce temps-là, en fait, qui est plus cher que le coût financier du podcast, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Bon, alors on va juste petite anecdote. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question, mais est-ce qu'on peut vivre du podcast? Et au-delà de ça, pour ceux qui peut-être se posent la question, comment on gagne de l'argent avec un podcast si on le souhaite? Au-delà de bien sûr tout ce qu'on a déjà abordé, de l'effet d'entraînement, de la visibilité, des potentiels clients que ça ramène, tout ça on a bien compris, mais avec le podcast tout seul, est-ce qu'on peut en vivre? Et sinon, comment on se fait de l'argent avec un podcast? C'est moi qui réponds. Karine, on t'entend pas, on va te laisser. Je vais prendre la parole rapidement parce que j'ai plus de connexion, j'en profite. Ouais. Ah, vous m'entendez pas? Si, on t'entend maintenant. Si, c'est un peu décalé simplement, mais on t'entend. Non, alors vas-y Laetitia. Non, vas-y, on t'entend. Ok, alors j'y vais. Alors concrètement, moi j'en vis pas directement, c'est-à-dire que je n'ai pas un retour sur investissement, enfin je gagne pas de l'argent avec une diffusion d'un podcast, pas encore. J'ai regardé, je suis allée m'intéresser à cette question parce qu'on nous dit qu'il peut y avoir de la publicité qui peut être diffusée. Il faut 5000 écoutes sur un mois. Je ne suis pas encore à ce nombre-là, mais j'espère bien l'atteindre. Donc, ça peut arriver avec un certain nombre d'écoutes. Pour l'instant, moi, ce n'est pas encore le cas. Par contre, j'ai un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les semaines, il y a un client qui appelle en disant « J'ai écouté les podcasts, je voudrais mettre de Lucas ». Donc, c'est une façon quelque part de gagner aussi de l'argent. C'est plus le retour sur un investissement, le fait qu'il y ait une clientèle qui vient du fait des podcasts. Mais la diffusion pure et simple du podcast ne me fait pas gagner d'argent. D'accord. Laetitia, sur ce point, est-ce que tu vis tes podcasts? Est-ce que tu es devenue millionnaire depuis que tu as créé Absolument pas. Il ne faut pas le faire pour ça parce que sinon on peut être très très déçu. Non, moi je gagne absolument aucun argent grâce à mon podcast. Effectivement, ce que tu disais Karine, c'est très juste. Pour intégrer de la publicité, il faut, je crois que, je sais plus si c'est 5000 ou 10 000. Enfin, en tout cas, c'est quand même un nombre d'écoutes assez conséquent. Et puis au-delà de ça, c'est aussi est-ce qu'on a envie d'intégrer de la publicité sur son podcast, qui peut être un peu pénible. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et puis, sur la question de... Donc, moi, je n'en vis pas. Les façons dont on pourrait en vivre, donc hormis la pub, ça peut être soit d'être sponsorisé par quelqu'un, mais bon, quand on fait un podcast sur le droit, je ne suis pas trop sûre qu'il y ait énormément de sponsors qui se manifestent, mais pourquoi pas. Et l'autre option, c'est que, et certains le font,
c'est de faire payer ces interviews. Moi, c'est pas le parti que j'ai retenu parce que j'avais envie d'être indépendante sur le contenu que je diffusais et j'avais pas envie que ça soit un podcast à caractère commercial. Donc voilà, mais ça peut être une option pour certaines personnes qui le souhaitent. Sinon, c'est tout. Effectivement, la rémunération peut être indirecte parce que ça ouvre d'autres portes, comme on disait, ou une clientèle, etc. Mais directement, c'est les seules options possibles. Et sachant que plus on a un sujet de niche, évidemment, plus la question des publicités et des sponsorisations peut être délicate. Voilà. D'accord, donc ne vous lancez pas dans le podcast. Faut pas faire ça pour l'argent, oui. C'est ça. Faire ça par amour du podcast. Mais par contre, gardez bien en tête que ça peut être vraiment indirectement rémunérateur. Et ça peut vous ramener du client, ça peut vous ramener de la visibilité, ça peut vous ramener beaucoup de choses. Donc, gardez ça en tête. Attends, je crois qu'il y a Karine qui disait quelque chose. Vas-y, Karine. Je suis désolé, Karine, tu as une voix de robot. Tu nous entends, Karine? J'ai un son qui n'est pas très bon, mais j'essaie quand même. On t'entend. D'accord. C'est pas mieux là. Si, on t'entend, on t'entend. Mais c'est vrai que c'est très haché. Oui, c'est bon. Si. Ouais, super. Oui, là, aujourd'hui, que le ministère de la Culture a un rapport sur les podcasts et un rapport de 120 cas que le nombre d'écoutes augmente de façon très importante. Donc, il s'intéresse enfin, j'ai envie de dire, à cet outil. Et il se pose deux questions, moi, qui m'intéressent. La première question, c'est de se dire, mais est le droit d'auteur là-dedans? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va protéger un peu cet outil? Et la deuxième chose, par rapport à l'argent, c'est de se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi financer et créer des aides à la création? Donc, alors c'est tout récent, hein, ça vient de sortir, c'est du mois d'octobre 2020, mais j'ai envie de dire, ça y est, enfin, notre gouvernement s'intéresse à ce média parce qu'il se rend compte que finalement, il y a une diffusion importante. Donc, il réfléchit à deux aspects, protéger, c'est-à-dire protéger cet outil, et puis le valoriser avec éventuellement des aides à la création. Peut-être qu'il y aura une façon aussi d'avoir peut-être des subventions. Alors, c'est tout récent et autres, mais je pense que ça vaut le coup de s'intéresser. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de se dire, mais vraiment, ça y est, c'est un outil qui intéresse le gouvernement parce qu'en fait, il y a une vraie augmentation du nombre d'écoutes. Et c'est pour ça que moi, j'y crois toujours. Et puis, je vois le retour. Et je pense que ça va faire qu'augmenter. Et je pense qu'on va aller vers de plus en plus vers une expansion en fait, de cet outil parce que ça permet d'aller chercher l'information qu'on veut sur le sujet qu'on souhaite. Moi, c'est ça que j'adore parce que moi, j'en écoute à titre personnel. Par exemple, j'adore l'entrepreneuriat. Ça me passionne complètement. Et ben, c'est génial parce que je peux aller écouter ce que je veux sur l'entrepreneuriat. Ça me divertit, puis en plus, ça m'alimente pour mon outil professionnel. Peut-être sur d'autres formats, des formats plus courts. Parfois, je me dis qu'on fait peut-être des choses trop longues. Et donc, je réfléchis sur des choses parfois plus courtes aussi. D'accord. En fait, on a un bon décalage avec Karine. Je suis désolé, je vais couper ton micro dans le doute pour l'instant. C'est affreux, je fais de la censure. Mais ouais, le rapport que Karine a mentionné, on l'a reçu tout à l'heure, elle me l'a montré tout à l'heure, il a l'air très intéressant, il fait 120 pages et il soulève des problématiques liées aux droits d'auteur, des problématiques liées à la fiscalité, des problématiques liées aux éventuels financements qu'on pourrait trouver pour les podcasts. Donc, on vous le mettra aussi en ressources complémentaires. Laetitia, pardon, je t'ai coupé, si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Non, je disais que effectivement, c'est une étude intéressante et ça montre la place que prend le podcast comme média à part entière, en fait. Et de ce point de vue-là, je trouve très intéressant. Et puis moi, j'attends le dispositif de soutien. J'espère que vous pourrez toutes les deux en bénéficier.
Il nous reste une dizaine de minutes, donc j'aimerais quand même qu'on termine avec une question assez importante. Je ne vais pas vous demander de révéler tous vos secrets, mais pour nous éclairer un petit peu, on a bien compris comment créer le podcast, qu'il faut faire en amont, le matériel, trouver son format, etc. Mais une fois qu'il est terminé, comment on peut le faire décoller? Comment on fait ça comment on lance cet effet d'entraînement qui va améliorer votre référencement, qui va améliorer votre visibilité, qui va vous rapporter des clients? Quels sont vos conseils en la matière? Karine, tu peux rallume ton micro, pardon, je l'ai coupé tout à l'heure, au cas où, rallume-le. Voilà. Alors, voilà, ça devrait être bon. Donc, contenu utile. C'est-à-dire que pour que ça décolle, il ne faut pas se mentir, il faut dire des choses intéressantes. Et c'est ce qui va faire que vous soyez écouté. Donc, avoir le souci de créer du contenu utile. Utile pas pour soi, mais utile pour les autres. C'est-à-dire la question toujours de qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir, ont besoin d'entendre. Et c'est ça, moi, qui me passionne, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui va intéresser et de quoi les gens ont besoin. Il faut commencer par là. Faire de la com sur quelque chose qui n'est pas intéressant, ça ne servira à rien. Donc, avoir ce premier aspect-là. Le deuxième, c'est de dire, effectivement, il faut faire de la communication. Moi, ce n'est pas mon métier, la communication. Donc, je me fais aider par Nicolas Bouvray, qui est mon communicant, et qui va effectivement s'occuper de la diffusion, qui va s'occuper d'aller voir aussi des médias pour moi. Et ce qui m'a permis d'être là dans des magazines aussi féminins. Et c'est vrai que ça aide parce que en fait, dans un magazine, vous allez être relayé, vous allez être un peu plus écouté, et ça crée ces effets boule de neige dont on parlait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux à un moment donné à aller essayer de diffuser. Je m'y suis un peu épuisée, je reconnais, et puis finalement, c'est pas ce qui a le mieux marché. Alors, parfois, c'est bizarre, on ne sait pas ce qui marche vraiment. Il y a des sujets, moi, il y a un sujet qui a beaucoup impacté. J'ai parlé de pourquoi les couples divorcent, en fait. Et ça, ce sujet-là, d'un seul coup, c'est ce qui a fait vraiment augmenter la fréquence des audiences, parce que ça intéresse un peu tout le monde. Se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'un couple marche ou pas? Et voilà, des sujets comme ça qui vont faire un petit peu appel. Et puis voilà. Mais je crois que la base, c'est de créer quelque chose qui soit utile pour l'autre. Et aller se poser la question de quoi les gens ont besoin. Et en tant qu'avocat, si vous voulez créer du contenu juridique, c'est peut-être de poser la question à vos clients. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme information, que vous aimeriez écouter peut-être chez vous tranquillement? Et c'est là l'intérêt de cet outil, c'est toujours dans la relation à l'autre en fait. Et pas moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est aussi qu'est-ce que les autres ont besoin. Ouais. Et là, on peut faire quelque chose qui fonctionne. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas que grâce à la com. Hein. Je crois qu'il faut enlever, démystifier ça. Ça fonctionne si c'est intéressant. Et puis des fois, c'est moins intéressant, ça arrive. On ne peut pas faire non plus tout le temps que des choses intéressantes. Mais voilà, c'était... Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut le faire parce que si on aime ça, en fait, on en a parlé un petit peu, c'est que si on le fait pour le faire, j'ai peur que ça devienne très rébarbatif. Moi, j'aime bien parler. Vous n'avez pas eu beaucoup la question de l'entendre parce que je n'ai pas beaucoup entendu, mais en fait, j'aime bien raconter, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien le raconter simplement. C'est pour ça qu'un podcast, il n'est pas spécialement joli, mon podcast, parce que je me répète, parce que ma seule obsession, c'est que les gens ils comprennent ce que je leur dis. Donc, je ne fais pas des très belles phrases ou c'est pas... Ouais, je peux répéter plusieurs fois la même chose, mais le but, c'est que tout le monde ait bien compris le message et entendu. Et ça, j'aime bien le faire. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut oser le faire. Ne cherchez pas à ce que ce soit parfait, parce que ça ne peut pas être parfait. Et si on veut que ce soit parfait, bah, on fait jaculer. Je fais des formations aussi auprès des avocats, de s'amuser aussi. On a oublié de se faire plaisir en travaillant. Et moi, en faisant des podcasts, je me fais plaisir. Merci, ce sont des très bons conseils, je vous le confirme. C'est pareil pour les webinaires. On en fait tous les 15 jours. Si on ne se faisait pas plaisir et si on ne passait pas des bons moments, autant sur la préparation que sur le moment, on n'en ferait tout simplement pas. Parce que je pense que c'est ça vraiment le secret pour pouvoir rendre un contenu intéressant, c'est de sentir que les gens prennent du plaisir à
à le transmettre. Laetitia, d'autres conseils dans les quelques minutes qui nous restent pour devenir un super podcast? Je rejoins totalement Karine sur ce qu'elle a dit. Ça, c'est clair. Je pense que l'élément essentiel, c'est d'aimer ce qu'on fait parce que ça se transmet, hein, ça, par la voix. Et puis de s'interroger sur les attentes des clients et s'adapter en fonction de ça et créer du contenu de qualité. Ça, c'est hyper important. Il y a une chose sur la communication, les réseaux sont quand même un incroyable moyen de réussir à se faire connaître quand on part de zéro. Il y a plein de petites astuces à connaître sur les différents réseaux sociaux. Il faut aussi savoir qu'en fonction de la cible de l'audience qu'on a, des auditeurs qu'on a, il y aura un réseau peut-être plus à privilégier par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut en utiliser qu'un, mais par exemple, si on s'adresse aux professionnels du droit, LinkedIn, c'est quand même le réseau où, pour ma part en tout cas, ça fonctionne le mieux. Il y a aussi un impact sur Facebook, sur Instagram, Twitter, etc. Mais LinkedIn est quand même très important. À contrario, si on s'adresse au grand public, ça sera pas LinkedIn. Donc voilà. Après, une autre astuce, c'est pour faire la com de vos épisodes, quelque chose qui fonctionne bien, c'est des extraits audio de vos épisodes. En fait, à chaque fois que vous en diffusez un, vous créez une petite sélection, un petit extrait audio que vous mettez sous forme d'une petite vidéo. Les hébergeurs de podcasts, notamment Ocha, vous permettent de le faire et ça crée, grâce à votre visuel, un petit visuel hyper sympa. Donc ça, il faut surtout pas s'en priver, ça marche bien, ça donne un aperçu agréable qui peut donner envie d'écouter le podcast. Et sinon, je pense qu'on a tout dit sur le reste. Ah si, peut-être effectivement les articles, un bon moyen de se faire connaître et de faire connaître son podcast. Donc ça, si on en a l'occasion, c'est chouette. Mais tu l'avais abordé aussi, Karine. Donc voilà. Je pense qu'on a un peu tout balayé. Bah oui, et puis de manière générale, comme pour tout contenu que vous cherchez à produire, essayez de soigner l'introduction et la conclusion. C'est les choses qui marquent vraiment l'auditeur lors des premières écoutes et qui vont à la fin le marquer aussi. N'hésitez pas à leur demander de relayer votre contenu, de vous noter sur les plateformes. Et si vous avez des gens qui vraiment viennent vers vous avec des avis très positifs, vous pouvez les solliciter pour qu'ils vous donnent des recommandations. Vous pouvez les solliciter pour qu'ils laissent des avis sur votre profil ou sur une plateforme de recommandation ou une autre. Si vous avez une communauté de gens qui aiment ce que vous faites, il ne faut pas hésiter à reposter sur les réseaux leurs avis, etc. Parce que ça va inspirer d'autres gens. C'est vrai. Voilà, il nous reste 3 petites minutes. On a réussi à tenir à peu près les délais. S'il y a encore quelques questions qui viennent de l'auditoire, on pourra encore les prendre en express. On a appris pas mal de choses intéressantes. On va vous donner encore une fois un petit PDF avec des ressources complémentaires, avec des podcasts qui valent le coup d'être suivis, avec le matériel qu'on peut utiliser, avec les grandes étapes et les conseils pour réussir à créer un peu son podcast. Donc un peu une synthèse de toutes les choses qu'on a dit aujourd'hui. Et bien sûr, le webinaire sera disponible en replay. On s'excuse pour les petits désagréments techniques d'aujourd'hui. Il y a des jours où ça ne veut pas. Mais en tout cas, le contenu était là. Et voilà, on finit sur une note où on est tous les trois connectés avec un très bon débit et en simultané. Donc voilà, c'est un signe. Je vous laisse une minute chacune pour un petit mot de la fin et je vous remercie beaucoup pour votre participation active aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine. Vas-y, je t'en prie. Oui, je crois que tu as bien résumé les choses. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part ce que je vous ai dit, c'est amusez-vous et puis osez le faire, osez vous lancer. C'est vraiment un outil qui est intéressant. Et puis moi, je reste disponible aussi. J'ai déjà eu des confrères
qui m'ont appelé pour demander des conseils, comment ça se passait. Je suis toujours disponible. Vous avez mes coordonnées sur Internet, Grand VL Avocat, vous demandez Karine. Et puis, il n'y a pas de souci, j'aurai plaisir à échanger avec ceux qui ont besoin d'informations complémentaires. Moi, je suis pour le partage, je suis pour l'entraide, donc il n'y a pas de souci, je reste. Merci, Karine. Eh bien, moi, je finirai sur une note d'innovation. Innovez, intéressez-vous à l'innovation, intéressez-vous à comment on peut faire les choses différemment, comment vous différencier, mettez du vent sous votre robe et puis osez essayer le co-développement. et puis effectivement, si vous avez la moindre question aussi sur si vous voulez vous lancer pour un podcast, etc., je suis aussi disponible. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur mon site. Il y a un formulaire de contact. Donc, vous pouvez me contacter par ce biais. Merci pour votre attention et merci pour l'invitation. Merci Laetitia Jacquet, merci Karine Deluca. C'était un plaisir. Merci à tous les auditeurs. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.